Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et ce sera une vidéo un peu particulière même si c'est quelque chose que je dis très souvent. Mais aujourd'hui, je voudrais vous présenter 5 idées reçues qu'on peut avoir concernant la lecture de livres classiques. Il est tout d'abord très difficile de donner une définition exhaustive de la littérature classique. Ce n'est pas quelque chose que je vais m'essayer à faire ici, mais pour qu'on soit d'accord, qu'il y ait une espèce de consensus de base déjà sur cette vidéo, je m'en tiendrai à dire que je vais vous parler de ces ouvrages qu'on considère très souvent difficilement accessibles, ces ouvrages qu'on étudie souvent à l'école, ces ouvrages qui sont un petit peu clés, qu'on voit partout, qui sont accessibles parfois gratuitement sur certaines plateformes. Donc des ouvrages qui ont apporté quelque chose à l'histoire de la littérature, qui en ont parfois changé la définition, qui en ont cassé les codes, qui ont voilà, contribué à une diversification, un changement dans l'histoire de la littérature. Voilà, je vais avoir du mal à dire ça de façon plus concrète et claire. J'espère que cette définition vous va globalement. Je pense qu'il n'y a pas besoin non plus de se formaliser au point de donner une définition, encore une fois, précise du terme, parce que c'est sujet à controverse de toute façon. Donc voilà, je vais parler de ces auteurs-là, ces livres-là, ceux qu'on a croisés à l'école, ceux qu'on a du mal à lire seuls parfois, et ceux qui nous font peur, tout simplement. Les idées reçues que j'ai retenues sont celles que j'ai le plus entendues, que ce soit dans la bouche de mes élèves ou plus généralement sur les réseaux sociaux de personnes qui voulaient se lancer dans des ouvrages dits donc classiques et qui ne le faisaient pas par crainte de plusieurs choses, qui sont donc ces idées reçues que nous allons découvrir ensemble. La première que j'ai retenue, c'est la difficulté de l'œuvre, donc c'est ces fameuses phrases comme « c'est trop dur, on ne comprend rien », je ne comprends pas ce que veut dire l'auteur, il y a des termes présents dans le texte que je ne connais pas et donc je suis dans l'impossibilité de rentrer dans l'œuvre. À ça, je vais répondre quelque chose d'assez simple que je dis beaucoup à mes élèves, qui est finalement assez simple. Lorsque vous découvrez par exemple un texte en VO, donc lorsque vous le lisez en anglais, en allemand, en portugais, en espagnol, dans une langue en tout cas qui n'est pas votre langue première, vous rencontrez très souvent des termes qui vous échappent. Malgré cela, vous parvenez tout de même à comprendre le sens global du texte. Et le but, l'objectif en soi, lorsque vous faites une lecture, ce n'est pas nécessairement de comprendre tous les mots qui sont employés, mais bien le sens global du texte. Donc je pense que cette première idée reçue, elle est intéressante dans le sens où évidemment on a beaucoup de mal à se confronter à nos limites, aux choses qu'on ne connaît pas, et je pense qu'il y a même parfois une dimension peut-être un petit peu effrayante au fait de se confronter à des choses qui nous sont étrangères. Mais lorsque vous lisez un livre classique, quel qu'il soit, et je pense que tout le monde pourrait être d'accord avec ça, personne ne comprend tout. Il y a par exemple, lorsque vous lisez au XIXe siècle les livres de Zola, beaucoup de phrases par exemple qui vont parler de la spéculation immobilière ou de la spéculation vraiment financière. Et ce sont des choses qui nous échappent un peu si on n'est pas historien du 19e et qu'on ne connaît pas véritablement l'histoire de la spéculation financière. Bref, des termes très spécifiques et très techniques qui sont propres à un univers bien précis que l'auteur met en place dans l'œuvre dite. Je vais vous prendre par exemple La Curée de Zola, qui parle beaucoup de spéculation immobilière. Il est très difficile, je pense, pour un lecteur, quel qu'il soit, au XXIe siècle, de rentrer dans cette œuvre et de comprendre absolument tout ce qui est dit par l'auteur. Cela ne veut pas dire que l'œuvre est obscure en soi, mais simplement qu'elle fait appel à des connaissances que nous n'avons pas forcément, que nous ne voyons pas forcément à l'école. Et si on n'est pas allé faire des recherches personnelles sur le sujet, il est très difficile parfois d'avoir une définition claire des termes employés. Je vais vous donner ma petite astuce. Personnellement, j'annote énormément mes lectures. Je vous avais fait une vidéo sur cette question-là et j'ai un code couleur pour le vocabulaire, c'est-à-dire les mots que je ne connais pas. Et vu que je n'ai aucun problème à écrire dans mes livres classiques, très souvent, je mets un post-it et lorsque vraiment le sens de la phrase m'échappe complètement, je vais immédiatement chercher la définition. Et si ce n'est pas le cas, si je comprends le sens global, je me contente donc de mettre ce petit post-it et d'y revenir par la suite et de le noter dans un petit carnet de vocabulaire. Ça me permet non seulement d'apprendre des mots, de les fréquenter et de les avoir vus vivants et articulés dans un texte. Dans cette idée reçue du c'est trop dur, il y a aussi la question des tournures de phrases et de la longueur des phrases. Mais même ici, vous verrez que dans la littérature classique, je pense que vous vous y êtes tous confrontés, la ponctuation est quelque chose de très rigoureusement appliqué. Donc ça, c'est une grande aide. Par exemple, lorsque vous vous lancez dans Proust, et je peux comprendre que ce soit impressionnant, et je ne vous conseille d'ailleurs pas forcément de commencer
votre découverte de la littérature classique par la recherche, qui est quand même assez conséquente. Mais certes, Proust est réputé pour ses phrases extrêmement longues, mais la ponctuation fait que vous pouvez de temps en temps vous arrêter, revenir au début de la phrase, reprendre tout le sens global de ce que vous avez lu jusque-là, et ensuite enchaîner votre lecture. Ce n'est pas quelque chose qui est un frein absolu à la compréhension. Je vous ai donné mon opinion sur cette première idée reçue, n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres choses qui vous viennent, mais moi je pense vraiment que voilà, la difficulté vient majoritairement des tournures de phrases, du vocabulaire et de la longueur des phrases. Si vous avez d'autres idées, vraiment dites-le moi, je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire. La seconde idée reçue qui revient beaucoup, c'est celle de je connais déjà l'histoire, j'ai déjà vu le film, je me suis déjà fait spoiler en cours, je me suis fait spoiler sur les réseaux sociaux et du coup je n'ai pas vraiment d'intérêt à lire le livre puisque je sais déjà ce qui s'y passe. Moi je vous dirais même que c'est un plus en fait dans la littérature classique. C'est rare que je me lance dans un ouvrage classique sans connaître au moins la trame principale du roman. Déjà parce que j'ai besoin de savoir un petit peu dans quel contexte je vais me trouver, où est-ce que je vais être, qui vont être les personnages, quelle classe sociale je vais fréquenter, à quelle époque je me trouve dans l'histoire de la littérature. C'est un plus finalement de connaître, peut-être pas l'histoire dans toutes ses subtilités, mais au moins les grandes lignes. Si pour vous ce qui est le plus important c'est la surprise, le fait de voir comment se déroule l'histoire sans connaître les grandes étapes et qu'une adaptation cinématographique par exemple vous a donné les grandes lignes de la construction d'un récit, sachez que vous serez surpris de toute façon puisque dans les romans, notamment, je pense beaucoup au 19e quand je dis ça, les adaptations qui sont faites sont certes très intéressantes d'un point de vue cinématographique et de toute façon, on va pas se leurrer, dans la littérature classique et au 19e, et je vais reprendre l'exemple de Zola, nous avons de très longues phases descriptives qui sont donc retranscrites à l'écran et qui évitent en fait des quantités de... Ce qui fait qu'on peut adapter un roman de 500 pages par exemple en 2 heures de film, c'est que déjà toutes les descriptions, elles vont être mises à l'image avec les décors, avec les costumes des personnages dans les films. Vous passez à côté de toute cette dimension déjà descriptive qui est très belle dans la littérature, je trouve personnellement, là je parle d'un point de vue purement esthétique, mais aussi peut-être des nuances que un metteur en scène par exemple va choisir d'apporter aux descriptions initiales de l'auteur. Donc pour rentrer dans l'œuvre vraiment telle qu'elle, préférable d'aller à l'œuvre directement. En dehors de ça, une fois que vous connaissez l'histoire générale d'un ouvrage classique, cela ne veut pas dire que la lecture ne sera pas intéressante parce que vraiment, il y a toujours des évolutions de personnages qui sont assez impressionnantes, qui sont surprenantes et qui parfois passent par des micro-événements que vous n'aurez pas forcément vus, par exemple dans un spoil sur les réseaux sociaux. Connaître la fin d'un livre, ce n'est pas connaître tout le cheminement qui amène un personnage d'un point A à un point B et son évolution est, mine de rien, ou en tout cas à mon avis, ce qui est le plus important et ce qui est le plus enrichissant. Je vous prends l'exemple d'un ouvrage dans lequel vous savez que le personnage principal meurt à la fin. Ce qui va être intéressant, ce n'est pas forcément le fait que le personnage meurt. Ce qui va être intéressant, c'est ce qui va mener l'auteur à finalement sacrifier ce personnage pour dire quelque chose, pour faire passer un message et surtout comment il va le dire. Donc en soi personnellement je suis pas du tout contre le spoil des classiques et d'ailleurs sur la chaîne c'est quelque chose que j'ai déjà fait, j'espère d'ailleurs que ça ne vous a pas forcément dérangé, mais j'ai tendance à parler de l'histoire en tant que telle, c'est-à-dire vraiment du point de départ jusqu'au point d'arrivée sans vraiment de crainte de spoiler parce que j'estime que ce n'est pas forcément ce qui va être le plus important dans l'histoire. La troisième idée reçue est celle qu'il faut absolument analyser une œuvre classique lorsqu'on la lit. Et même si je fais partie des personnes qui ont tendance à tout annoter, tout regarder, à aller me renseigner par la suite sur les œuvres, sur l'auteur, sur le moment où l'œuvre s'inscrit dans l'histoire littéraire, sachez que ce n'est absolument pas une obligation. Vous pouvez très bien choisir de voir un ouvrage comme un pur produit de divertissement. À mon avis, évidemment, ça enlève peut-être une dimension. Par exemple, on va avoir tout ce qui va être les critiques politiques d'un système mis en place à l'époque de l'auteur, qui peuvent être très intéressantes. Mais vous pouvez très bien faire le choix de vous tenir éloigné de cela et de fréquenter le livre pour ce qu'il est uniquement, à savoir un ouvrage. Tout objet artistique n'est pas nécessairement à prendre comme une production porteuse d'un message au sein d'une société, même si c'est très souvent le cas et que dans la littérature dite plus engagée, il est compliqué de prendre l'ouvrage et de le séparer du contexte dans lequel il a été écrit. Mais il faut savoir qu'il y a des œuvres qui ont été écrites
de façon, et d'ailleurs je vous parle d'œuvres, mais on a beaucoup ça aussi dans l'art plus plastique, donc dans la peinture, dans la sculpture, dans tout ce qui va être production artistique hors littérature, c'est qu'on peut aussi avoir une conception de l'art qui se suffit à lui-même, vraiment cette notion de l'art pour lui-même, qui n'a pas besoin d'explication, qui n'a pas besoin d'être sous-tendu par quelque chose et qui se suffit à lui-même. Alors, ce que je suis en train de vous dire ne fonctionne pas avec tous les ouvrages, bien évidemment, mais sachez que vous pouvez choisir de consommer une œuvre littéraire classique au même titre que vous le feriez avec une œuvre young adulte, par exemple. Vous ne vous renseignez pas forcément sur l'auteur, vous ne vous renseignez pas forcément sur sa vie, vous n'avez pas forcément envie de voir dans le livre des choses autres que l'histoire en elle-même. Vous n'êtes pas obligé d'être dans une démarche scolaire pour lire un ouvrage et vous n'êtes pas obligé d'être dans une démarche scolaire pour analyser une œuvre non plus. L'analyse n'est pas forcément quelque chose de redondant, de rébarbatif. Vous pouvez aussi voir ça comme quelque chose d'enrichissant, comme quelque chose qui va venir titiller votre curiosité, aiguiser peut-être aussi votre sens littéraire, vous donner envie de comprendre certaines choses, et j'irai même beaucoup plus loin que ça, la lecture de certains classiques permet de comprendre énormément de références qu'on va trouver aujourd'hui dans la littérature young adulte ou dans la littérature jeunesse. Vous avez énormément d'auteurs aujourd'hui qui choisissent de faire des réécritures de livres classiques, et si vous n'avez pas lu l'ouvrage initial, c'est un petit peu, j'allais dire, dommage, mais je ne voudrais pas porter de jugement de valeur sur cette question, parce qu'après tout, encore une fois, si l'œuvre se suffit en elle-même, pas besoin d'être retourné à la source pour la comprendre, pour la lire et pour l'apprécier. Mais c'est vrai que dans une réécriture, ce qui est intéressant, c'est de voir comment un auteur s'approprie une histoire qui existe déjà. Ce qu'il en fait, quels sont ses codes, pourquoi est-ce qu'il bouleverse certaines choses, d'un point de vue esthétique et d'un point de vue de la langue, comment cette histoire est réhabilitée. Bref, toute cette dimension-là, c'est quelque chose d'intéressant si vous avez un point de comparaison. Bien que l'histoire en tant que telle, comme je le dis, reste intéressante si vous en faites une lecture plus première peut-être, et que vous restez sur la notion de divertissement. Donc l'analyse de l'œuvre n'est pas obligatoire en soi, bien que je pense que si vous vous lancez dans certains classiques, vous aurez envie d'en savoir plus. La quatrième idée reçue que j'ai notée, c'est cette fameuse idée que la littérature classique est dépassée puisque les auteurs qui ont écrit cette littérature sont morts. On a tendance à voir cette littérature comme morte. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je vois beaucoup en classe, en fait. C'est l'idée que, vu que les auteurs ne sont plus là, que la production de ces auteurs s'est arrêtée et que finalement on ne parle plus des problématiques peut-être présentes, tout du moins on a l'impression, on est peut-être un peu plus réticent à aller dans l'œuvre puisqu'on va rencontrer quelque chose qui nous est presque étranger, et on ne va pas se leurrer. Il y a eu tellement de bouleversements dans l'histoire humaine qu'il est fort probable que même en lisant un livre du début du XXe siècle, vous vous sentiez complètement dépaysé et complètement perdu. Cela ne veut pas dire que les thématiques qui sont abordées ne sont pas encore et toujours actuelles. Je pense notamment à tous les ouvrages de critique politique qui vont vraiment s'attaquer à un système qui soit est en train de se développer, soit est déjà en place. Ce sont des systèmes politiques qui existent toujours, des idéologies qui sont toujours en place, et les critiques que font les auteurs sont très souvent actuelles. Pour vous donner un exemple, je viens de terminer Crime et Châtiment de Dostoïevski, et une lecture plus politisée, on va dire, de l'œuvre permet de voir qu'il y a une mise en exergue par l'auteur de certains courants politiques qui sont, on va dire, hissés comme des idéologies, c'est-à-dire vraiment à quoi ressemble l'idée politique sur le papier. Et ces courants politiques sont non seulement toujours actuels, mais aussi encore en place dans la plupart des pays du monde. Donc c'est vraiment très intéressant de voir un petit peu comment un auteur qui a vécu 2 siècles auparavant parle de ces systèmes politiques-là qui sont toujours existants, mais je pourrais vous parler de ça sur absolument tous les aspects. On pourrait notamment parler des césures sociales, de différentes classes sociales, bref, c'est encore des choses qui sont très très actuelles. Il n'y a rien de dépassé ou de vieillot, même si le livre a été écrit 200 ou 300 ans auparavant. Au-delà de l'aspect politique, il y a tout l'aspect psychologique qui est encore très actuel, et je pense que j'aurais pu rajouter cette dimension-là dans ma définition du classique au début de la vidéo. Donc la dimension psychologique, c'est l'évolution du personnage au cours du récit, cette fameuse idée que le personnage part d'un point A, arrive à un point B, comment il y arrive, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, qu'est-ce qui s'est modifié dans sa vie, qu'est-ce qui l'a amené à changer certaines choses. Et bien curieusement, même si vous lisez un roman écrit au XVIIIe siècle, vous verrez qu'il n'y a pas de rupture franche ou d'incompréhension claire et nette entre vous et les personnages mis en place par l'auteur. Pour une raison simple, c'est que finalement, les grandes thématiques de la littérature sont souvent les mêmes. On n'a pas énormément changé de choses, et si la psychologie est arrivée
plus tardivement en tant que tel, en tant que défini comme tel plutôt dans l'histoire de la littérature, la plupart des auteurs classiques nous proposent des portraits de personnages qui sont susceptibles d'évoluer et qui ont des psychés assez complexes, qui vont varier au cours du récit et qui retracent très bien les considérations et les peurs, les appréhensions humaines. Donc il n'y a rien de dépassé ou de vieillot dans les personnages de la littérature classique. Vous pourrez très facilement vous identifier à l'un, en détester un autre, en adorer un autre, vouloir absolument lui ressembler. Bref, tout ça, c'est toujours très actuel. Les émotions humaines n'ont pas beaucoup changé, donc vous ne serez pas perdu. Et même au contraire, c'est parfois très intéressant de voir comment on a pu vivre à une certaine époque, comment les personnages pouvaient réagir, et de voir que finalement, même si notre cadre de vie, nos façons de vivre et ce qu'on place aujourd'hui comme étant un petit peu le sommet de la réussite pour un individu, a certes varié au cours de l'histoire, mais la psychologie en tant que telle, pas tant que ça. Et enfin, je vais clore ces 5 idées reçues sur les classiques avec une dernière idée qui revient pas mal, qui est ce: non mais franchement, la littérature classique, c'est pas pour moi. J'ai été traumatisée à l'école, ça m'a pas plu, on m'a forcé à lire ça. Aujourd'hui, je suis capable de lire 10 livres young adultes ou 10 livres de fantasy, de science-fiction par mois, mais je suis incapable de lire un classique. Cette idée, je la vois beaucoup sur les réseaux aussi. Alors, je pense que rien n'est absolu, et même moi, par exemple, qui ai beaucoup de mal avec la romance, même dans ce genre-là, j'arrive à trouver des ouvrages qui me parlent. Je pense que c'est comme tout, il suffit de chercher le livre, l'histoire, les personnages qui vont vous parler, qui vont vous pousser à réfléchir, vous pousser à ressentir des choses. Mettre toute la littérature classique dans un seul et même sac, c'est un petit peu dommage, parce que vous passez à côté de choses qui peut-être vous étaient inaccessibles lorsque vous aviez 14 ans. Je sais que ça a été mon cas. Ma première lecture de Madame Bovary a été vraiment très difficile et je n'en ai pas gardé un bon souvenir. Et pourtant, arrivée en master en première année, j'ai fait une relecture de Madame Bovary, et aujourd'hui, Madame Bovary est certainement mon classique préféré, d'ailleurs mon livre préféré tout court. Donc tout ça pour vous dire qu'au cours d'une existence, vous évoluez, vous changez, votre façon de lire évolue aussi. Donc évidemment, il y a des ouvrages qui vous sont inaccessibles à un moment dans votre existence pour x, y raison. C'est le cas pour absolument tout le monde. Il y a des livres qu'on rencontre pas forcément au bon moment, malheureusement, mais qui ressurgissent quelques années plus tard et qui finalement nous font vivre une expérience littéraire complètement hors du commun, complètement transcendante. Il n'y a pas d'absolu, je pense qu'on évolue énormément, et d'ailleurs je pense, au vu de ce que je vois très souvent, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, que les ouvrages rentrent dans nos vies à des moments précis. C'est le bon, c'est pas le bon, peu importe en fait, mais c'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter là. Alors je vous dis pas qu'il faut forcer absolument sur un titre avec lequel vous avez eu des gros problèmes, mais il y a une diversité telle d'œuvres qu'il est dommage de tout mettre dans le même sac et de se dire non, tout ça c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, je n'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas, et de toute façon ce n'est pas ce que j'aime lire. Finalement, votre état d'esprit lorsque vous vous lancez dans un livre, c'est aussi le plus important, puisque si vous partez du principe que la lecture va être trop difficile, que la lecture est trop exigeante, que la lecture est complètement dépassée, évidemment vos a priori sont négatifs. Potentiellement une surprise peut arriver, mais j'y crois moyennement, surtout avec des ouvrages un peu plus exigeants et un peu plus conséquents, et c'est assez dommage. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais mentionner ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, ou si vous avez d'autres a priori sur la littérature classique qui vous empêchent de vous lancer ou qui font que vous êtes complètement en rupture avec cette littérature-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai ravie d'en discuter avec vous. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, et je vous dis à bientôt.